Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la formation des assistants médicaux. Nous avons souhaité organiser cet échange sur ce métier émergent pour évoquer ensemble sa genèse, les missions des futurs assistants médicaux et pour vous, médecins, quelle sera cette nouvelle façon d'exercer et les bénéfices attendus. Et bien entendu, les modalités de formation au métier d'assistant médical dans le respect des exigences du certificateur. Je me présente, je suis Amélie Manca et je suis responsable du développement de l'école du Chêne et je suis accompagnée par Nathalie Monotte, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Nathalie Monotte, je suis référente du CQP, assistant médical, sur les régions de Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. Merci Nathalie. Nous sommes également accompagnés dans ce webinaire par Marina qui va prendre en charge vos questions et nous les relayer. Marina, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Marina, je suis la petite voix qui va être présente tout au long du webinaire pour relayer vos questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions via l'onglet questions donc sur la plateforme et je ferai en sorte de les poser tout au long du webinaire. Je repasse donc la main à Amélie et Nathalie et vous souhaite un bon webinaire. Merci Marina. Donc en effet, au cours de la présentation, nous ferons des pauses régulièrement à la fin de chaque section pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, voici l'ordre du jour de notre webinaire. On commencera par une petite présentation du Chêne. Ensuite, on évoquera évidemment le métier d'assistant médical, les modalités évidemment pour se former au métier. Et ensuite, on fera un focus sur les spécificités de la formation assistant médical par le Chêne, ainsi qu'une présentation des modalités d'inscription et de financement de la formation. Alors, commençons par une rapide présentation du Chêne. Le Chêne, c'est le Collège des hautes études en médecine. C'est un organisme de formation qui est basé à Brest et qui a été fondé en 1988. L'association a été fondée par quelques médecins généralistes qui avaient à l'origine pour mission d'assurer la formation continue des médecins généralistes, justement. Depuis maintenant une dizaine d'années, nous avons d'autres professions médicales et paramédicales qui ont rejoint la structure, notamment pharmaciens, IDE, kinés, podologues, etc. Et depuis 2021, nous avons créé l'école du Chêne qui se consacre à la formation des assistants médicaux. Le Chêne réunit une trentaine de collaborateurs, principalement au siège de Brest, mais également à distance. Et puis, depuis maintenant un peu plus d'un an, nous avons une équipe à Lille. Voilà, vous voyez quelques chiffres de formation par le Chêne. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, sur ces 3 dernières années, nous avons formé au total un peu plus de 27 000 professionnels de santé. Alors, voyons maintenant le métier d'assistant médical. On reviendra donc sur l'origine du métier, ses enjeux, et puis on vous exposera quelques chiffres sur la montée en puissance du dispositif. Alors, tout d'abord, la genèse du projet assistant médical. Il prend sa source dans plusieurs constats. Avant tout, la nécessité pour le médecin de retrouver du temps médical à consacrer à ses patients. Par ailleurs, une demande des généralistes et des spécialistes qui éprouvent un vrai besoin d'assistance dans certaines de leurs tâches quotidiennes, des tâches qui sont parfois confiées à leur secrétaire médical, qui sont parfois peu ou pas assez formés, et bien entendu les problématiques liées au manque de praticiens, notamment dans les déserts médicaux. La création de ce métier est une mesure phare du plan santé 2022 puisqu'il a été fixé comme objectif de créer au total 10 000 postes d'assistants médicaux d'ici fin 2024. Nous avions eu un premier objectif à 4 000
à fin 2022, qui globalement a été respecté, et un deuxième objectif à 10 000 a été fixé pour 2024. C'est donc la volonté du gouvernement d'installer ce nouveau métier, associé aux besoins manifestes des praticiens qui ont permis l'aboutissement de ce projet et la création de ce nouveau métier. Il était évidemment essentiel de définir un périmètre précis des missions de ces assistants médicaux, d'une part pour ne pas empiéter sur les autres métiers réglementés, mais également pour définir le contenu de la formation des assistants médicaux et garantir ainsi aux praticiens le recours à une personne correctement formée et qualifiée pour ce métier. On vous a mis ici le lien vers le texte de loi, si vous voulez vous y référer. Il permet déjà de développer le cadre du rôle de l'assistant médical. Alors, voici quelques chiffres pour savoir où nous en sommes. Ce sont des chiffres qui datent de fin 2022. On voit qu'on était à 3 673 contrats passés entre le médecin et la CPAM pour l'embauche d'un assistant médical. Donc, ce sont des conventions qui sont signées avec l'assurance maladie et qui offrent un cadre avec un dispositif d'aide et en contrepartie, l'obligation de faire former son assistant médical pour que la personne obtienne le CQP qui permet de garantir la possibilité d'assumer les missions d'assistant médical. La majorité des contrats concernent des praticiens qui exercent en zone sous-dense. Nous savons également que dans la grande majorité des cas, presque 80%, ce sont des médecins généralistes qui ont recours à un assistant médical. Pour autant, il y a des spécialistes qui prennent un assistant médical. Ce sont notamment les cardiologues, les ophtalmos, les pédiatres qui emploient ces assistants médicaux. Enfin, on sait qu'en grande majorité, les assistants médicaux sont des secrétaires médicales qui sont en évolution au sein de leur cabinet. Et enfin, un point important que l'on rappelle ici en bleu, il s'agit de l'obligation de formation. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une contrepartie quand vous êtes en convention avec l'assurance maladie, c'est d'envoyer l'assistant médical en formation dans un délai de 2 ans à compter de la signature du contrat entre le cabinet et la CPAM. L'objectif étant que l'assistant médical puisse être certifié sous un délai maximum de 3 ans. Alors, il y a des critères d'éligibilité qui ont été définis par la CPAM et les niveaux d'aide sont calculés en fonction de la configuration du cabinet. Nous vous avons mis le lien qui vous permet d'avoir davantage d'informations et éventuellement de faire la simulation par rapport à votre situation. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre délégué d'assurance maladie qui pourra vous accompagner pour calculer un peu plus précisément ce dispositif et vérifier vos critères d'éligibilité. Alors, le dispositif avec l'assurance maladie n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Alors, le rôle de l'assistant médical, c'est évidemment un rôle clé dans l'accès aux soins. Alors, d'abord, il collabore évidemment avec le praticien. C'est avant tout son rôle qui est d'assister le praticien au quotidien afin de lui libérer du temps médical. C'est cette collaboration qui permet d'améliorer l'accès aux soins pour le patient et de réduire les délais de prise en charge, notamment dans les déserts médicaux. Il s'agit également de renforcer la qualité et la coordination des soins entre les acteurs de santé, toujours au bénéfice du patient. Enfin, l'assistant médical travaille en étroite relation avec les institutionnels, les mutuelles, tout autre organisme de santé pour communiquer les informations administratives notamment.
Alors, vu du patient qu'apporte l'assistant médical, eh bien, en effet, avant tout, du temps médical optimal pour le patient, le médecin lui consacre un temps uniquement médical, qui n'est plus phagocyté par les tâches administratives. Également, on gagne en fluidité dans la prise en charge initiale du fait de l'accueil du patient par l'assistant médical. Et puis, on a une meilleure gestion de la salle d'attente avec un temps d'attente moins long pour le patient. Le délai de prise en charge et de prise de rendez-vous est de ce fait raccourci. Et au final, c'est un point essentiel, un accès aux soins qui est facilité dans les zones sous-denses. Par ailleurs, dernier point dans ce nouveau métier, c'est un métier qui offre des perspectives d'évolution pour les salariés qui sont en poste, notamment, nous y avons fait référence, les secrétaires médicales. Il permet également une reconnaissance des compétences qui ont été acquises parfois de façon informelle tout au long du parcours professionnel. Et c'est un point fort du CQP assistant médical. Alors, avant de passer à la partie suivante, je vais demander à Marina si nous avons des questions sur cette partie-là de la présentation. Alors, beaucoup de questions, Amélie, mais auxquelles tu as déjà répondu dans cette première partie ou qui seront abordées par la suite. Donc, pour l'instant, on peut continuer. Très bien, merci Marina. Alors, on va passer donc aux modalités de formation. Comment se former pour être assistant médical. Il s'agit d'une formation certifiante qui est reconnue depuis l'année dernière au RNCP. Elle inclut donc des épreuves et une validation du dossier du stagiaire par un jury qui est issu de la CPNEFP des cabinets médicaux, Confédération professionnelle de la formation professionnelle pour les cabinets médicaux. Alors, la formation se structure en 4 blocs de compétences. On va vous les présenter un peu plus loin dans la présentation. Mais tout d'abord, à qui s'adresse cette formation et quels sont ses prérequis? Alors, c'est une formation qui s'adresse à tous, autant aux secrétaires médicaux, mais également aux jeunes diplômés, aux demandeurs d'emploi. Pour intégrer la formation, il y a 2 conditions. Tout d'abord, le candidat doit impérativement être en poste en tant qu'assistant médical dans un cabinet ou sur le point de devenir assistant médical quand il s'agit d'une secrétaire médicale qui est en évolution professionnelle dans son cabinet. Il faut également être titulaire soit d'un bac ou d'une certification niveau 4. Nous avons également un dispositif d'accès pour les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture et les infirmières. Toutes ces catégories-là, disposant d'un diplôme établi, peuvent rejoindre la formation. Ou bien encore, un certificat de niveau 4 en secrétariat médical. Et si celui-ci n'a pas été validé, il faut alors prouver que l'on a une expérience d'au moins 3 ans en tant que secrétaire médical en poste. Alors, cette formation est une formation donc professionnelle, elle a lieu en alternance. Vous êtes en formation les jeudis et vendredis. Le référentiel prévoit un parcours de formation de 371 heures, plus 13 heures d'évaluation, ce qui fait donc une durée en formation de 8 à 10 mois selon que l'on passe par la période d'été ou pas. Donc, 4 blocs de compétences, ça je vous l'ai déjà dit, qui couvrent au total 15 modules. Donc, ces 4 blocs de compétences sont les suivants. D'abord, le suivi du parcours de santé du patient, l'accueil et la prise en charge administrative, tout un volet sur la partie hygiène et qualité, et enfin une formation à l'assistance opérationnelle aux praticiens.
Ce parcours de formation a été élaboré par la CPNEFP et son contenu est bien entendu le même partout. Donc, pour aller un peu plus en détail dans la formation, nous avons donc les 4 blocs que je viens de vous présenter, avec à chaque fois à l'intérieur les modules, qui sont au total donc de 15. Le premier bloc va décliner tous les examens et soins courants qui sont pratiqués en cabinet médical, le parcours de santé, les politiques de santé publique et le dépistage au sens large. Sur le deuxième bloc, on sera plutôt axé sur l'accueil et la prise en charge du patient, le dossier patient, l'objectif étant de valider toutes les facettes des compétences administratives de l'assistant médical, quel que soit son lieu d'exercice. En bloc 3, donc on le voit, c'est l'hygiène au sein du cabinet, les notions d'identito-vigilance, de pharmacovigilance sont largement développées dans ce module, puisqu'il fait 77 heures. Et enfin, dans le dernier bloc, l'assistant médical va mettre en application toutes les notions qui ont été acquises précédemment. On va travailler beaucoup les mises en situation professionnelle par le biais de jeux de rôle, avec des scénarios élaborés par les médecins de l'équipe pédagogique du CHEM. Le bloc 4 permet également d'être formé si on n'est pas titulaire à la FGSU de niveau 1, et on est également formé à la prise de constantes et mesures. Voilà pour le contenu de la formation, c'est assez riche. Vous le retrouverez un peu plus en détail sur notre site web, bien entendu. Marina, est-ce que nous avons des questions? Alors oui, on a plusieurs questions. Amélie, notamment aux spécificités d'un contrat d'alternance. Donc, tu as un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais repréciser le concept du contrat d'alternance, si c'est possible? Alors, on a deux possibilités, hein, soit être en poste, en CDI, et donc être en formation en alternance. On peut aussi avoir recours au contrat pro. Ça, Nathalie va vous l'expliquer un peu plus en détail par la suite. Ce qui est certain, c'est que, comme je vous l'ai précisé, pour intégrer la formation, il faut impérativement trouver un cabinet médical qui vous emploie, soit en CDD, en CDI en tant qu'assistant médical, soit par le biais d'un contrat pro. Ensuite, la formation intervient, bien entendu, en alternance pour passer une partie du temps en cabinet médical, en poste, et une partie du temps en formation. Merci Amélie. Du coup, on a plusieurs personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui sont en milieu hospitalier et qui demandent est-ce qu'elles peuvent prétendre à cette formation en étant, par exemple, aide-soignante en milieu hospitalier. Est-ce qu'elles peuvent faire cette formation également? Alors, si vous êtes aide-soignante, par définition, vous n'êtes pas dans la possibilité d'avoir ce poste d'assistant médical. Il faut vraiment être embauché pour, à terme, devenir assistant médical dans un cabinet, avec aussi l'obligation d'avoir un tuteur qui fait partie de votre cabinet et qui va vous accompagner pendant la formation. Donc, si vous êtes aide-soignante dans un établissement hospitalier, ce qu'il faut que vous fassiez si vous décidez de changer de métier, c'est de déjà faire la démarche pour trouver un cabinet médical qui souhaite vous embaucher et vous accompagner dans ce projet de formation. Très bien, merci Amélie. Une autre petite question, une personne qui se pose la question, elle a plus de 50 ans et elle souhaite savoir est-ce qu'une reconversion professionnelle vers les métiers d'assistante, le métier d'assistante médicale est possible? Et qui est en reconversion professionnelle? Tout à fait. Oui, à partir du moment où elle remplit les prérequis qui ont été cités quelques slides auparavant,
schématiquement une certification niveau 4 et avoir bien entendu un employeur, comme je viens de le repréciser, on peut tout à fait, quel que soit l'âge et la situation, intégrer la formation. Très bien. Merci Amélie. Nous avons beaucoup d'autres questions, mais qu'on abordera par la suite. Très bien. Merci Marina. On avance dans la présentation. Les intervenants qui sont enrôlés pour délivrer cette formation, nous avons une équipe d'environ 25 intervenants, un peu plus depuis, qui sont des professionnels de santé. Volontairement, il faut des profils soignants, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, des IDE, des pharmaciens et des psychologues notamment. Le FEM a souhaité que les intervenants soient impérativement experts, évidemment, du contenu qui est proposé dans ce programme de formation. Chaque formateur reçoit sa fiche programme, sa feuille de route, les attendus du module sur lequel il intervient, les finalités d'évaluation pour les stagiaires et construit sa formation sur cette base. Il y ajoute évidemment son expertise et son expérience en tant que professionnel de santé. Nous nous appuyons évidemment sur le réseau du FEM pour recueillir ces intervenants et les enrôler dans la formation assistant médical. Je vais laisser la main à Nathalie qui va vous présenter un peu plus dans le détail les spécificités de l'école du CHEM. Nathalie. Merci Amélie pour toutes ces informations et rebonjour à tous. Alors effectivement, dans les prochains tableaux, donc les intervenants, Amélie vient de vous en parler, on va voir les formats de formation, on l'a déjà plus ou moins évoqué tout à l'heure, le matériel et les locaux, ainsi que la sélection et positionnement des futurs candidats. Je ferai évidemment donc un état aussi de tout ce qui est prise en charge financière de la formation et aide annexe. Alors, les formats de formation, diversité, qualité, innovation, effectivement, nous avons alors, on l'a évoqué aussi, 384 heures de formation, dont 13 heures d'évaluation. À peu près, il faut compter 80% de présentiel, donc sur site. Il y a à peu près 20%, 20-25% en classe virtuelle et e-learning, donc du distanciel essentiellement, et une petite partie en cabinet. Donc tout ça représente 384 heures de formation et alternée donc les jeudis et les vendredis. Pour rappel, les horaires sont 9h, 12h30, 13h30, 17h. Ce sont des journées de 7 heures à chaque fois. Alors, la sélection donc à l'entrée en formation. Vous avez à disposition sur notre site internet, à partir du moment où vous remplissez vos coordonnées, en cliquant sur « Je candidate », vous avez la possibilité de télécharger le dossier de présentation. Donc, vous avez une dizaine de pages qui vous retracent donc toutes les informations sur la formation, le cursus, le référentiel et puis toutes les informations annexes. Vous avez également le dossier de candidature que vous pouvez remplir et nous retourner par mail. En général, c'est 95% des cas, vous nous faites un transfert par scanner. À la réception de votre dossier de candidature, dès que vous remplissez donc toutes les conditions, vous êtes en poste ou dans le futur d'y être, même si ce n'est pas tout de suite. Donc, vous serez reçu pour un entretien individuel, donc qui dure à peu près une trentaine de minutes. Ça se passe en distanciel à chaque fois, pour éviter de vous déplacer. Où là, lors de l'entretien, nous échangerons sur votre parcours, votre projet, et puis sur le déroulé de la formation et ce que l'on attend de vous, de votre tuteur et ce que l'on vous apportera. Une fois l'entretien passé, vous validez évidemment votre inscription en nous retournant votre bulletin
accompagné des informations essentielles de la part de votre employeur qui vont nous permettre de rédiger la convention. Voilà, cette convention, donc, une fois éditée et signée par votre employeur et nous-mêmes, est déposée sur le site de l'OPCO-EP. Alors, je parle évidemment pour la branche des cabinets médicaux, mais il peut y avoir aussi d'autres branches professionnelles qui peuvent financer la formation de leurs salariés. Et donc, cette convention ainsi que le programme et le planning sont déposés sur le site de l'OPCO. Alors, depuis peu, et ça, nous sommes assez contents de pouvoir vous le proposer, nous sommes tiers déclarants pour les employeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous nous donnez toutes les indications, toutes les informations, nous avons la possibilité de déposer votre dossier de financement nous-mêmes, donc sur le site de l'OPCO. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il est déposé le lundi, on a en général la réponse donc de l'accord le mercredi ou le jeudi, ça va très très vite. Pour nous, c'est vraiment une 10 minutes à peu près d'administratif pour le déposer et ça va très vite à partir du moment où on a tous les éléments. Voilà, donc c'est une proposition que l'on vous fait qui sera donc dans le bulletin d'inscription à nous signaler. Alors, comment accéder à la formation? Lieu et date de formation, modalité de financement, dispositif d'aide aux praticiens et accompagnement du CHEM. Alors, avant de passer à ces 4 points, Marina, est-ce que tu as des questions sur ce que je viens d'évoquer? Pour l'instant, ça va aller, Nathalie. D'accord, très bien. Eh bien, alors, on peut passer à la suite. Merci, Amélie. Voilà, donc comme le disait Amélie, le siège donc du CHEM et l'école CHEM est positionné à Brest et le certificateur, puisque nous sommes que 12 centres de formation en France à avoir été agréés, nous a demandé de mailler le territoire. Donc nous sommes positionnés sur les points que vous voyez à l'écran. Notre première session a eu lieu à Brest en septembre 2021. Depuis, donc, nous avons ouvert à Lille, Vannes, Calais, Rouen. Non, Calais est en cours, pardon. Rennes, Rouen, Caen et donc les prochaines dates, vous les voyez à l'écran. Lille, le 7 avril, il reste quelques places. Rouen le 22 septembre, Rennes le 29 septembre, Vannes le 6 octobre et Brest le 12 janvier. Caen, Arras et Calais sont en projet d'ouverture pour 2024. Toutes ces dates, ce sont les dates de rentrée. En général, nous organisons aussi une pré-rentrée la veille qui dure à peu près 2 heures, où là, nous remettons tous les documents nécessaires et toutes les informations aux stagiaires donc, pour l'ensemble du cursus. Alors, on arrive donc aux modalités de financement et bien entendu, ces deux plans d'action, ces deux modalités sont à la convenance de l'employeur. Dans la majorité des cas, la personne est salariée du cabinet médical dans un contrat de travail de droit commun. Donc, voilà. Il s'agit donc du plan de développement des compétences quand la personne s'inscrit en formation. Sous-entendu, l'employeur permet à son salarié d'aller se former pour développer ses compétences et obtenir un diplôme à la fin, et donc d'aller en cours les jeudis et les vendredis, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, contrat de travail de droit commun en CDI et donc convention de formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Anciennement, la formation continue, donc convention de formation continue. Donc, prise en charge par l'OPCO-EP, donc entièrement au niveau des frais pédagogiques. Donc, rien à la charge de l'employeur ni à la charge du salarié. Vous avez une aide financière donc, qui est pour les employeurs à hauteur de 12 € de l'heure qui vous seront versés à chaque fois que votre salarié va en formation. Ceci afin de vous aider, soit si vous prenez quelqu'un en télésecrétariat, enfin un service de télésecrétariat ou une secrétaire médicale en intérim, tout simplement pour vous aider ou pallier à l'absence de votre salarié. Il n'y a pas d'obligation, voilà, c'est une aide complémentaire que l'on donne à l'employeur, que l'OPCO-EP donne à l'employeur.
et une aide financière également pour les salariés, notamment pour les frais de repas et les frais kilométriques. À partir du moment où vous avez de la distance, donc il y a une prise en charge à hauteur de 20 € par jour pour manger et de 0,25 € du kilomètre pour les distances parcourues entre le cabinet et le centre de formation. Tout ça est versé à l'employeur, excepté les frais pédagogiques qui nous sont reversés directement. Et le reste est versé à l'employeur qui après redistribue à son salarié. Donc voilà, je parlais du plan de développement des compétences. Il y a également le contrat de professionnalisation qui peut effectivement se faire dans les mêmes conditions. La prise en charge du contrat de professionnalisation est exactement identique au plan de développement des compétences. Ceci dit, le contrat de professionnalisation est plus sur un CDD, en général de 12 mois. Sera compris dans cette période de 12 mois les dates de début et de fin de formation, où la personne donc, pourra aller en formation le jeudi et le vendredi. Et après le contrat de professionnalisation, donc en général, ça continue donc sur un contrat de travail de droit commun. Donc exactement pareil au niveau de la prise en charge, des aides annexes pour l'employeur et des aides annexes pour le salarié. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un accompagnement en amont et pendant la formation pour les futurs apprenants et les employeurs. Donc, aussi bien, voilà, lorsque vous nous appelez, vous nous envoyez un mail, on répond à vos questions et vos demandes. On vous aide aussi également voilà, dans votre inscription et puis dans le dépôt des dossiers de financement auprès de l'OPCO. Suivi de l'élaboration de la convention d'alternance, donc c'est ce que je disais à l'instant, toutes vos démarches administratives évidemment. Et nous avons la possibilité aussi, quand ça se présente et que nous avons les candidats que nous avons vus en entretien, nous avons la possibilité de mettre les recruteurs, voilà, c'est pas souvent, mais ça peut arriver, de mettre les futurs recruteurs en relation avec des personnes qui recherchent un emploi. Voilà. Et puis, nous avons également un accompagnement du médecin dans son rôle de tuteur tout au long de la formation. Vous retrouverez également l'actualité et la vie de l'école CHEM. Donc, notre prochaine ouverture le 7 avril à Lille, je le redis, il reste des places. Vous pourrez retrouver le reportage sur l'ouverture de Caen, donc, qui a été, donc c'est sur France 3 le mois dernier. Et puis, les premiers assistants médicaux diplômés de Brest, voilà, qui s'est déroulé au mois de décembre dernier. Vous avez nos coordonnées également sur la droite. Alors, je me suis présentée tout à l'heure comme étant référente pédagogique sur la Bretagne, la Normandie et Hauts-de-France, mais sachez que voilà, nous sommes Sylvie Diom et moi-même aptes à vous répondre. Une seule adresse mail pour nous contacter et nos numéros de téléphone, évidemment. Voilà, nous nous répartissons donc nos positionnements. Marina, est-ce que tu as des questions ? Bien sûr. Alors, nous avons une petite question pour toi, Nathalie, au niveau justement du nombre d'heures par semaine. Donc, on a une personne qui nous demande, est-ce qu'un temps partiel peut-il effectuer cette formation? Donc, est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur ce sujet-là? Oui. Absolument. Alors, au niveau du temps partiel, oui, bien sûr, et beaucoup de stagiaires sont à temps partiel. À voir en fonction aussi de votre temps en cabinet médical. Vous sachez que vous serez déjà en formation 2 jours par semaine, ça représente 14 heures. Vérifiez votre temps partiel au sein du cabinet. N'hésitez pas aussi à augmenter votre temps de travail pendant la formation, parce que l'idée, c'est quand même aussi, non seulement vous apprenez en centre, mais il faut que vous pratiquiez, parce que vous aurez aussi voilà, une évaluation ou deux à faire en cabinet médical, si ce n'est pas plus. Il faut que vous puissiez donc pratiquer, être évalué de façon à rendre votre livret de formation, je ne l'ai pas évoqué là tout à l'heure, mais un livret de formation va vous suivre tout au long du cursus et sera déposé sur
l'espace, donc le portail du certificateur soumis au jury qui lui seul a la décision finale. Merci Nathalie. Peux-tu juste nous faire une petite précision sur le nombre d'heures minimum à effectuer en cabinet dans le cadre du contrat? L'idéal, c'est quand même que vous soyez à 80%, ça représente voilà, 4 jours par semaine, hein, c'est bien. Voilà, 2 jours en centre, hein, pendant la période de 8 à 10 mois, hein, évidemment. 2 jours en centre et 2 jours en cabinet, c'est un minimum que vous devez avoir pour pouvoir et pratiquer et apprendre dans de bonnes conditions. Si vous n'êtes qu'à temps partiel à 20 heures par semaine ou 15 heures par semaine, ça fait un peu juste, hein, pour que vous puissiez voilà, mettre en pratique ce que vous avez appris. Et puis valider votre CQP, ça c'est le plus important. Merci Nathalie. Autre petite question qui revient sur les prérequis, donc l'accès, le profil pour avoir accès à la formation. On a une question un petit peu précise, donc une personne qui est donc titulaire d'un titre professionnel, donc de secrétaire assistante médico-sociale, qui demande justement est-ce qu'elle est dans l'obligation de suivre l'ensemble de ces modules-là, de nos modules avec ce profil-là? Alors, effectivement, le certificateur a prévu des dispenses. Tout dépend du profil de la personne. À partir du moment où vous avez le titre RNCP, je n'ai plus le numéro en tête, mais voilà, on pourra le voir à partir du moment où on a le dossier de candidature. Effectivement, vous pouvez avoir des dispenses. Les dispenses vous sont proposées. Elles ne sont pas obligatoires, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire la formation entièrement. Beaucoup de personnes nous appellent en disant oui, voilà, j'ai ça comme diplôme, mais je n'ai pas pratiqué depuis longtemps. Ça ne me fera pas de mal de revoir, hein, donc autant prendre toute la formation. D'autres qui, effectivement, voilà, ne trouvent pas l'utilité et acceptent les dispenses. Donc oui, il peut y avoir des dispenses. En général, c'est à la réception du dossier de candidature avec le diplôme en question, on l'étudie et on vous donne évidemment une réponse pendant l'entretien. Merci Nathalie. Nous avons beaucoup de personnes qui souhaitent faire la formation et qui se posent des questions de comment faire. Est-ce que tu aurais des petites astuces pour pouvoir aider les personnes à trouver un cabinet médical pour faire la formation justement? Alors oui, alors on a dit cabinet médical, c'est aussi bien généraliste que spécialiste. Vous pouvez aussi prospecter auprès des, alors c'est un travail de fourmi, hein, attention, prospecter auprès des cliniques privées. Vous avez les maisons de santé, vous avez les CPTS qui regroupent aussi des médecins. N'hésitez pas à vous rapprocher des mairies ou des annexes de mairie qui sont en mesure de vous dire si une maison de santé est en cours d'installation. Votre lettre de motivation, vous êtes aide-soignante et vous voulez basculer vers le métier d'assistante médicale. N'hésitez pas à mettre en valeur sur votre lettre de motivation, déjà de reprendre le dossier de présentation où vous avez un aperçu du métier d'assistante médicale, donc le mettre sur votre lettre de motivation, mettre aussi tout ce que vous avez fait auparavant. Là, je parle pour les personnes qui ont un profil de soignant ou dans la santé. Votre CV, n'hésitez pas à mettre assistante médicale / secrétaire médicale ou assistante ou aide-soignante, et puis de mettre en avant vos pratiques. Ça, c'est une chose. Et puis, alors évidemment, il n'y a pas d'adresse mail des médecins, mais voilà, n'hésitez pas à mettre dans les boîtes aux lettres ou envoyer directement votre CV et votre lettre de motivation. Pour les personnes qui sont hors secteur, milieu médical ou aide-soignante ou qui n'ont jamais pratiqué et qui veulent se projeter, voilà, c'est beaucoup de candidatures spontanées. N'hésitez pas, vous avez peut-être quelque chose qui ressort de vous, il y a un feeling qui passe avec le médecin, on le voit beaucoup. Ne vous freinez pas surtout, mais effectivement, la priorité, c'est de trouver un cabinet médical, d'accompagner un médecin dans son quotidien à partir du moment où il a de la patientèle. Voilà, donc ça rejoint ce que disait Amélie tout à l'heure, c'est vraiment une priorité.
Vous pouvez être aujourd'hui demandeur d'emploi, mais avec une perspective d'avoir une embauche au 1er juin ou au 1er septembre. On le voit tous les jours aussi, de façon à rentrer en formation après. L'entrée en formation se fait vraiment, c'est vraiment la décision du médecin. Vous pouvez très bien être embauché au 1er mai ou l'être déjà, ou au 1er juin, au 1er septembre, et l'employeur peut très bien vous dire non, on attend pour cette année pour faire la formation parce que le cabinet est voilà, surbooké au niveau des consultations, mais en revanche, on fera la session prochaine. Donc, il n'y a pas de faire un one-shot entre l'embauche et la formation. C'est ce qui se passe la plupart du temps en général. Mais voilà, la priorité, c'est que vous soyez en poste ou demandeur d'emploi, c'est que vous ayez un cabinet médical ou une clinique privée ou une maison de santé. Voilà. J'espère avoir répondu à peu près à la question, aux questions. D'autres questions, Marina? Merci. Nathalie, on a plusieurs, je pense qu'on l'a déjà abordé, mais juste pour refaire un petit point spécifique, plusieurs personnes donc demandent bien la confirmation qu'il faut avoir un employeur pour pouvoir candidater à la formation. Donc, est-ce que tu peux juste refaire un petit point sur ça? Oui. Alors, si je le redis, hein, vous êtes en poste, votre employeur vous dit oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site internet. Vous êtes en poste ou demandeur d'emploi, mais dans un autre secteur, et vous avez cette opportunité d'un cabinet médical qui vous embauche à une date plus tard. Hein, je reprends mon exemple 1er mai, 1er juin, 1er septembre. Surtout, n'hésitez pas à candidater même dès maintenant en mettant sur le dossier de candidature embauche prochaine à telle date, voilà, en contact avec tel cabinet médical. Bien entendu, ça validera votre place pour la prochaine session. Les places partent très vite. Hein. Rennes, là, pour le mois de septembre, est presque complet. Je crois qu'il reste 2 places. Rouen, c'est pareil. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas à candidater, même si votre embauche se fait ultérieurement, n'hésitez pas à candidater maintenant. Merci. On rebondit tout de suite sur ta réponse, Nathalie. On nous demande combien de stagiaires il y a par formation à peu près en moyenne. Alors, le maximum que nous prenons, c'est 24. Très bien, c'est parfait. Et en moyenne, c'est 20-24, effectivement. On ne peut pas aller au-dessus. Voilà, c'est plus appréciable pour tout le monde, ce nombre de stagiaires par promotion. Merci Nathalie. On va passer un petit peu la main à Amélie. Nous avons une petite question pour toi, Amélie, je pense. On a une personne qui nous demande si on peut adapter la formation à un secteur médical, comme par exemple le secteur de l'imagerie médicale ou quelque chose comme ça. Est-ce que la formation est adaptable ? Alors, comme je l'ai dit, c'est une formation certifiante et nous sommes tenus à respecter le référentiel qui est imposé par le certificateur. Ce que l'on fait, c'est évidemment qu'on essaie de prendre en compte les configurations de travail des stagiaires et on essaie de plus ou moins développer certains aspects de la formation pour que ça corresponde au mieux aux spécificités, au contexte de cabinet des stagiaires de chaque promotion. Donc, on le fait dans une certaine mesure et dans la limite de nos capacités. On a notamment les examens et soins qui sont en partie traités sous format de e-learning qui permettent deux niveaux d'approfondissement, soit de rester généraliste, soit d'aller un peu plus en détail sur certains examens et soins également. Et donc, ça, c'est également une possibilité. J'espère que ça a répondu à la question. Merci Amélie. On a également deux professionnels de santé qui nous demandent si les dates du jeudi et vendredi sont fixes pour la formation puisque voilà, ça ne correspond pas forcément à leur organisation de cabinet. Alors oui, partout, la formation est adressée les jeudis et vendredis. Nous avons pas mal d'échanges avec les cabinets médicaux et on s'est assuré de prendre dans la semaine
les journées qui impactent le moins les cabinets médicaux. On sait que le début de semaine est très chargé en termes de rendez-vous avec du fait de la coupure du week-end. Donc, volontairement, on a positionné ces jours de formation les jeudis et vendredis. Ça n'est pas parfait, mais c'est l'option qui a été prise. Alors, très bien, merci Amélie. Une petite question pour l'une d'entre vous. On nous demande justement les taux de réussite également pour les sessions passées, puisqu'on commence à avoir un petit peu de recul. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça et également peut-être refaire un point aussi sur l'employabilité derrière, puisque voilà, les gens se demandent est-ce qu'ils ont du coup un poste derrière, donc refaire peut-être un petit focus sur ce point-là. Alors, d'abord, sur en effet les sessions qui sont déjà achevées, nous avons 100% de réussite sur les 3 promotions qui sont totalement terminées. Nous avons d'autres promotions qui sont en cours de formation. Donc, un très bon taux de réussite jusqu'à présent. Il faut savoir aussi que depuis tout début 2023, le COEP a précisé les modalités de financement de la formation et à l'extrême, si un stagiaire venait à ne pas pouvoir valider un des 4 blocs dans son parcours de formation, les modalités de redoublement sont désormais prévues. Donc, un stagiaire qui échouerait à un des 4 blocs pourrait revenir en formation et représenter ce bloc pour avoir au final le CQP assistant médical. Ensuite, sur les débouchés, eh bien, d'une part, pour intégrer la formation, déjà, vous devez être en poste. Il y a un objectif ambitieux qui est d'être à 10 000 assistants médicaux d'ici fin 2024. On a la conviction que ça n'est que le début de ce métier pour répondre à tous les besoins qui ont déjà été cités. Donc, vraiment pour des personnes qui seraient soit actuellement en recherche d'une orientation professionnelle ou bien les personnes déjà en poste comme les secrétaires médicales, le CQP, disposer du CQP est vraiment la garantie de pouvoir bien formaliser, bien asseoir ses compétences professionnelles et les faire valider par une formation certifiante qui vous permettra d'envisager cette carrière d'assistant médical, soit dans des cabinets généralistes, soit dans des cabinets de spécialistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marina ? Nous avons énormément de questions. Donc, il y a une question que je souhaiterais vous relayer parce que elle est revenue plusieurs fois. C'est est-ce qu'il est possible de travailler en tant qu'assistante médicale sans avoir débuté la formation, donc sans être diplômée au départ? Alors, oui, c'est une spécificité du dispositif. Comme je l'évoquais en première partie de la présentation, quand un cabinet médical signe un contrat avec la CPM pour bénéficier du dispositif d'aide, il a comme contrepartie de faire former son assistant médical. Cette formation doit avoir été débuté dans les 2 ans à compter du début du contrat et totalement achevé et certifié au terme des 3 ans. C'est la raison pour laquelle on vous incite à ne pas tarder pour faire entrer en formation votre assistant médical, parce que déjà la formation en tant que telle dure 10 mois et puis il faut avoir la garantie d'être certifié au terme de ce parcours déjà de 10 mois. Par ailleurs, pour avoir échangé avec quelques cabinets qui ont envoyé déjà leur personnel en formation, le plus tôt est le mieux pour envoyer le personnel en formation pour ensuite bénéficier assez rapidement des compétences de l'assistant médical. Merci
Merci Amélie. Je rebondis justement. Donc tu parlais donc qu'il est intéressant de postuler ou de remplir le dossier le plus vite possible. Est-ce que vous pouvez juste nous refaire un point sur comment recruter ou trouver l'ensemble des documents pour pouvoir postuler? Parce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie, tu disais qu'il y restait quelques places dans les prochaines sessions. Donc, est-ce que tu peux nous resynthétiser tout ça? Tout à fait. Alors, vous allez sur le site devenirassistantemedicale.fr que vous trouverez donc l'adresse, je crois qu'Amélie, si tu peux, voilà, je crois que c'était là. Les dates et les lieux. Devenirassistantemedicale.fr et là, effectivement, vous avez voilà, pas mal de choses à lire. Et puis, vous avez un onglet qui vous suit tout au long, donc dans le déroulé, je candidate. À partir de ce moment-là, vous remplissez vos coordonnées et une fois que ce sont remplis, vous avez accès directement au dossier de présentation et au dossier de candidature. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bien lire le dossier de présentation. Vous verrez en même temps voilà, tout le référentiel du cursus. Et puis, le dossier de candidature, on vous demande voilà, de remplir et de nous le renvoyer donc, dès que vous avez tous les prérequis avec les pièces complémentaires que l'on vous demande. Merci Nathalie. Donc justement, j'en profite pour dire on a plusieurs questions sur les modes de financement, sur voilà, les prérequis. Justement, n'hésitez pas, voilà, sur le site web, il y a l'ensemble des informations. Et également, donc nous, on va également dans les prochains jours vous renvoyer le replay du webinaire dans lequel voilà, vous retrouverez donc tout ce qui a été dit aujourd'hui. Vous avez l'adresse mail aussi, hein, école@chaîne-santé.fr. On fait notre maximum pour répondre très rapidement. Voilà. Tout à fait. Sur les questions qui se posent, tu évoquais, Marina, les questions sur les prérequis et aussi les modalités de financement. Nathalie vous l'a évoqué, le fait que nous puissions désormais prendre en charge pour avec votre autorisation vraiment toutes les démarches de demande de financement, ça c'est un point important qui vous allège vraiment cette partie-là administrative qui peut paraître un peu lourde. Donc là-dessus, c'est désormais une facilité qu'on vous propose de faire pour vous les démarches de financement. Absolument, oui. On n'a jamais eu de refus pour l'instant, donc c'est bien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions. Voilà, je pense qu'on a essayé de répondre à l'ensemble, une grande majorité des questions. Donc, il y a toujours des questions là qui arrivent donc sur les prochaines dates de session. Donc, nous avons une rentrée à Lille cette semaine. Donc, il me semble qu'il nous reste quelques places, voilà, qui se comptent vraiment sur le doigt d'une main. Donc, n'hésitez pas si vous avez vous souhaitez. Oui, Nathalie? Oui, alors je rebondis parce que je l'ai évoqué tout à l'heure. Ne vous freinez pas en vous disant s'il y a des gens qui veulent vraiment faire partie de la session de Lille pour jeudi. La rentrée, donc c'est la pré-rentrée, donc c'est jeudi et vendredi, donc la rentrée. Au niveau administratif, je le redis, ça ne prend voilà, tout mis bout à bout, 2 heures entrecoupées évidemment, mais c'est vraiment pas un obstacle, il ne faut pas que ce soit un obstacle au niveau administratif pour monter le dossier. Voilà, il ne faut pas que ce soit un frein tant pour l'employeur que pour le stagiaire qui veut s'inscrire et intégrer vendredi la session de Lille. Voilà. Alors, on avait également des personnes qui nous viennent de toute la France. Voilà, donc nous, on est actuellement implantés sur la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Si les personnes souhaitent intégrer les formations, nos formations, et qui ne sont pas sur ces régions-là, est-ce que Nathalie, tu peux nous faire un petit point sur ça ? Oui, alors sur la priorité, l'obligation du certificateur, c'est une condition aussi, hein, du certificateur et du financeur.
c'est que chaque stagiaire se forme dans le centre le plus proche de son cabinet médical. Ce qui paraît logique, hein, voilà, c'est bien qu'on veut bien accueillir tout le monde, mais au point de vue timing et puis au point de vue de prise en charge des frais annexes, donc je le disais tout à l'heure, aussi bien des frais de repas que des frais kilométriques, ça c'est une priorité. Vous avez le droit de venir, mais voilà, il n'y aura pas forcément de prise en charge des frais annexes. En revanche, vous avez, je crois que c'est ça, auprès de l'OPCO EP, vous avez tous les renseignements concernant les possibilités de vous former non loin de chez vous. Tout à fait. Ou vous recherchez la CPNEFP des cabinets médicaux qui peut également réorienter sur son site web de mémoire vers les autres organismes agréés. Voilà, tout à fait, oui, c'est ça. Très bien. Je pense que voilà, on a réussi à relayer la grande majorité des questions. Amélie, Nathalie, est-ce que vous avez des informations de dernière minute à passer? Non, disons que s'il y a des cas particuliers, évidemment, vous pouvez nous les soumettre. On essaie de répondre au maximum de questions à travers les webinaires, qui sont les questions plus généralistes possibles. Mais les cas particuliers, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra regarder avec vous les modalités d'accès à la formation. Tout à fait, je confirme. Très bien. Bien. Merci à tous. Des questions. Très bien. Merci Marina. Merci Nathalie. Donc n'hésitez pas à reprendre les coordonnées qui sont donc en toute fin de présentation. Donc notre site web regroupe toutes les informations dont vous avez besoin. Devenir assistantemédicale.fr et sinon vous avez la boîte mail école@cham-santé.fr et nous sommes à votre disposition. Merci à tous, merci Nathalie. Merci Marina, merci Amélie et puis à bientôt, n'hésitez pas. Merci, au revoir. Au revoir.